Merci beaucoup, Madame Notat, pour avoir accepté de participer à cette réflexion que nous menons aujourd'hui, avec vous l'avez vu, donc des profils très différents en réalité, qui nous permet d'avoir comme ça des regards croisés. Et ce qui nous intéressait de vous entendre, c'était d'avoir votre point de vue à vous, avec le recul que vous avez, avec l'engagement qui est le vôtre et qui ne date pas d'hier, puisque vous avez publié un livre, votre engagement sur cette cause a été fort et vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur ces sujets-là dans les plus hautes instances. On voulait vous demander quel était votre regard aujourd'hui sur là où nous en sommes. Et quand je dis nous, c'est un nous très collectif et très large. Les banquiers s'expriment lors des tables rondes et vous êtes notre grand témoin. Comme je vous le disais quand on a préparé ça, je n'ai pas trouvé de féminin à grand témoin, mais tout le monde comprend de quoi on veut parler. Et donc, je vous propose on vous écoute. Merci beaucoup. Je vous en prie. De m'accueillir. Je le fais avec beaucoup de plaisir sur un thème qui, effectivement, m'a mobilisé une grande partie, je dirais presque de ma vie, ou en tout cas de mes responsabilités, à la fois syndicales, mais même après, quand j'ai créé la société Vigéo, comme je l'ai entendu, les agences extra-financières se sont intéressées beaucoup aux actions contre les discriminations en général, et donc sur la question également des femmes. Alors, plutôt que de vous dire où on en est arrivé, parce que vous êtes plus compétent que moi aujourd'hui pour diagnostiquer la réalité d'aujourd'hui, mais je me suis dit, et d'ailleurs en vous entendant, ça fait vraiment écho à ce que j'avais un peu envie d'aborder avec vous, c'est-à-dire de repartir des différents moments, des différents débats, des différentes réflexions dont j'ai été témoin, mais voire aussi actrice, pour vous montrer finalement le cheminement et dire que, bon, oui, vous avez raison, beaucoup de chemin a été fait, mais il y a quand même encore des choses qui reviennent et qui ne sont pas du tout derrière nous, d'où la nécessité, effectivement, de se dire que rien n'est jamais acquis. Donc, je vais repartir, puisque je suis arrivée aux affaires en 1982-83, et on m'a chargé à la CFDT d'avoir la question de l'égalité professionnelle, pour commencer, parce qu'il y avait une femme, donc c'était l'égalité professionnelle, et puis la question de la formation professionnelle. Et en 83, si vous vous souvenez, pour les plus anciens ou pour ceux qui ont de la mémoire, c'est la première loi sur l'égalité professionnelle qui est passée en France avec Yvette Roudy. Et cette loi, elle venait, il faut le savoir, parce qu'on ne le dit pas assez, d'une directive européenne qui avait énoncé bien plus tôt le principe de à travail égal, salaire égal. Et la France avait, comme toujours, un peu tardé pour traduire ça dans son droit national. La loi Roudy l'a fait, et qu'est-ce qu'elle a instauré au principal? Je vais vite, mais ça rejoint ce que vous avez dit aussi, et sur ce que j'ai lu de votre rapport de situation comparée, chapeau, parce que franchement, c'est dans la droite ligne pardon, de ce qu'Yvette Roudy a voulu faire. Qu'est-ce qu'elle a énoncé dans cette loi? Au-delà de l'idée qu'il y avait l'égalité de droit, parce qu'une loi, c'est fait pour donner du droit et du cadre législatif. On cherchait aussi à faire quelque chose qui allait être opérationnel. Donc, bien sûr, le principe de l'égalité a été affirmé en droit, mais l'obligation de produire un rapport de situation comparée, 83, un rapport de situation comparée est né là, devait être envoyé vers les comités d'entreprise à l'époque, et l'idée, c'est qu'on en fasse quelque chose. La loi n'obligeait pas à faire plus que d'en discuter dans les comités d'entreprise. Donc, vous voyez déjà que c'était quand même assez modeste. Et aujourd'hui, heureusement, on en est arrivé, je crois, à une obligation de négocier l'égalité professionnelle dans le cadre des NAO, ce qui montre quand même qu'il y a aussi une petite progression. Alors, je fais une insiste sur les mesures de rattrapage, parce qu'aujourd'hui, on appellerait ça de la discrimination positive, peut-être. Et précisément, moi, j'invite à chaque fois tout le monde à dire, mais ne parlez pas de discrimination positive, parlez de mesures spéciales au seul bénéfice des femmes, parce qu'il y a du retard dans la situation des femmes et que ça nécessite ces mesures en question. Sinon, on a vite le débat qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il
X% de telle diversité doit se retrouver dans l'entreprise. Et là, on n'est plus du tout dans la logique française qui consiste à dire, à compétences égales, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien oui, s'il faut augmenter la mixité, c'est elle qui va avancer. Alors ensuite, je voudrais vous dire que dans la foulée de cette discussion avec Yvette Roudy sont apparus des débats de fond dont je ne suis pas sûre qu'ils soient encore aujourd'hui tout à fait réglés. Mais après tout, c'est la vie aussi. Hein. C'est qu'à un moment donné, l'égalité, on s'est dit l'égalité, mais jusqu'où l'égalité? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Je portais déjà l'idée que si c'est l'égalité, ça veut par exemple dire que le travail de nuit, qu'est-ce qu'on fait? Travail de nuit, est-ce qu'il y avait des endroits où il était interdit, surtout dans l'industrie? Il n'était pas interdit dans la santé, hein, dans les hôpitaux par contre, mais dans l'industrie, c'était interdit. Et donc elle me dit, oh, Nicole, mais vous n'allez pas faire de moi la personne qui va généraliser le travail de nuit. Je lui dis non, je ne vous demande pas ça, mais je veux simplement dire que si le travail de nuit est mauvais pour les femmes, peut-être faut-il dire qu'il est mauvais pour les hommes. Tant vous n'allez pas supprimer le travail de nuit complètement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui, là, nécessite encore de progresser. Et 3 mois après, une entreprise dont j'ai oublié le nom, mais c'est dans la région Rhône-Alpes, les femmes se mettent en grève. Les femmes se mettent en grève parce que l'entreprise est en situation d'évolution. Elle doit passer des 2-8 au 3-8. Les femmes travaillaient dans les 2-8. Les 3-8, elles ne pouvaient pas travailler la nuit, donc elles se voyaient reléguées, etc. Elles se sont mises en grève pour travailler la nuit. J'ai revu Yvette Roudy en disant, bon, ça va, les faits nous amènent tout simplement à avancer dans la bonne direction. Mais en tout cas, je crois que cette idée-là est quelque chose qui est encore tout à fait d'actualité. Une autre thématique qui est venue dans la foulée de ces premiers débats, quand on parle de l'égalité, c'est est-ce qu'on agit dans une logique d'égalité ou dans une logique de protection? Quand on interdit le travail de nuit, c'est qu'on protège la femme. Mais il peut y avoir aussi des situations où on donne aux femmes des avantages au motif surtout qu'elles sont épouses et mères. Prenez le sujet des années des points retraite, des années retraite, en fonction du nombre d'enfants. C'est en tant que mère que vous pouvez accéder plus tôt à la prise de retraite. Et ça a été dans un certain, je me souviens à EDF, il y a eu des négociations et des actions qui ont conduit à réduire, parce que le supprimer complètement était difficile, mais à réduire ces avantages particuliers en se disant finalement, certains peuvent être aussi bons pour les hommes, et d'ailleurs, ça peut être une incitation à ce que progressivement les hommes se disent qu'ils peuvent aussi avoir une responsabilité parentale, qu'ils peuvent aussi avoir des responsabilités dans l'éducation des enfants. On a vu aussi ça dans la logique de protection sur les retraites, mais on le voyait par exemple dans d'autres situations de convention collective dans les entreprises où c'était véritablement affirmé comme tel. Alors j'ai regardé où on en est aujourd'hui sur la retraite par exemple. Et j'ai lu que pour les enfants nés ou adoptés dès le 1er janvier 2010, donc ça date de 2010, il y a 3 majorations qui sont accordées. La mère assurée sociale a droit pour chaque enfant à une majoration de 4 trimestres pour la maternité. C'est Sioux. C'est la maternité qui donne bien longtemps après droit à des trimestres pour continuer à bénéficier d'une retraite prématurée. S'y ajoute 4 trimestres, 4 trimestres par enfant pour son éducation, accordé au père ou à la mère, ou partagé à part égale entre les 2 parents. Et vous voyez bien que là, on a partagé à part égale. Ça veut dire que c'est à eux, à l'un ou l'autre, ou partagé. Ça veut dire qu'il leur appartient de dire c'est encore tout pour la mère ou le père en prend quand même un petit peu. Et
cette dissociation maternité et éducation, elle était évidemment subtile, elle était maligne à l'époque parce qu'il y avait les grands opposants à la logique d'égalité complète et ceux qui, au contraire, voulaient continuer au nom des avantages acquis, au nom, etc., de continuer à bénéficier de mesures particulières pour les femmes. Je me rappelle aussi qu'à l'époque, parce que là, on est en train de discuter de l'égalité professionnelle, ça veut dire que les femmes sont déjà dans l'emploi. À l'époque, dans les années 80, la question de la mixité de l'emploi était un vrai sujet. On avait des métiers complètement féminisés, enseignants, santé, certains services, et bien sûr complètement, de l'autre côté, masculinisés. Et cette mixité a été prise aussi beaucoup à cœur par Yvette Roudy elle-même, et je me souviens d'une campagne qui avait été faite sur le thème « Orientons-nous toute direction ». C'est-à-dire que ça commence à l'orientation scolaire. Vous voyez aujourd'hui des femmes ingénieures. Je peux vous dire que dans les années 80, les femmes ingénieures dans les écoles, on les comptait sur les doigts de la main et encore. Hein. Mais c'est vrai sur beaucoup d'autres types de métiers dont les femmes étaient exclues. Et la longue marche de cette mixité dans l'emploi a été, là encore, je me rappelle une anecdote, hein, le jour où la première femme est montée en haut d'un pylône à EDF parce qu'elle devenait technicienne pour réparer ce qu'il fallait, c'est passé à la télévision, tellement c'était l'exception. On a aussi eu les postiers qui étaient, enfin les facteurs, qui étaient très majoritairement masculins. Et on s'est aperçu quand on dit, bon, les femmes entrent à la poste, chez les facteurs, c'était encore la sacoche. La sacoche, elle pesait, parce que les hommes pouvaient supporter une sacoche lourde. Les femmes ont dit, ah ben non, nous, une sacoche qu'on peut porter, donc on réduit le poids de la sacoche. Et du coup, ça a bénéficié aux hommes. Et donc, on a fait tout un slogan en disant, ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes au travail. Voilà, alors, un autre point, vous me dites, vous m'arrêtez quand je dois m'arrêter. Encore quelques minutes et on nous signale déjà qu'il y a des questions d'internautes. Je vous parlais des questions d'encadrement et de management. Vous en avez beaucoup parlé. C'est effectivement encore le point faible, bien évidemment. Mais dans le cadre de cette capacité, où vous avez bien analysé les raisons qui faisaient que les femmes n'arrivaient pas encore au niveau des postes d'encadrement supérieur, voire de direction, etc., et qu'il faut encore là donner beaucoup de coups de pouce. Il y avait une autre question, une fois que certaines femmes arrivaient dans des postes de manager où il n'y avait que des hommes, la grande question c'était, mais finalement, qu'apportent-elles ? Et je ne sais pas si ça existe encore dans vos entreprises, mais l'idée c'était finalement, une femme dans une poste de responsabilité, est-ce qu'elle va agir différemment qu'un homme ? L'homme étant réputé vertical, hiérarchique, autoritaire, la femme beaucoup plus bienveillante, etc. Alors, pour ma part, j'ai toujours fui ce truc. D'abord parce que je ne crois pas à l'essentialisme, ce n'est pas ça qui crée les comportements des uns des autres, puis qu'on peut avoir quelques expériences de femmes qui ne sont quand même pas non plus mauvaises dans la capacité à savoir ce qu'elles veulent et à le faire savoir. Mais je crois que pour en finir enfin pas en finir, hein, sur la question de qu'est-ce qu'elles apportent, il ne faut pas se tromper. Ce qu'elles apportent, c'est de la diversité, comme des gens d'origine étrangère, comme des gens venant d'ailleurs. Et la diversité, pourquoi la diversité des femmes ? Parce qu'elles sont nouvelles dans la fonction. Et nouvelles dans la fonction, elles n'ont pas eu le temps d'y prendre de mauvaises habitudes. Elles ont souvent les 2 ou 3 journées de travail. Et donc, une réunion, si elle peut se tenir en 1 heure plutôt qu'en 2, elles ont plutôt envie que ce soit le cas, parce qu'il y a autre chose à faire après. Donc oui, il y a des raisons qui font que d'où viennent les femmes entraînent des pratiques qui peuvent être différentes, mais sans se tromper sur ce qui est à la source de cette différence. Enfin, je voudrais dire que vous avez parlé beaucoup de la loi et du contrat, qui a été bien dur dans les organisations syndicales, on aime bien le contrat aussi. Et je crois que oui, l'égalité de droit, il la faut, sans égalité de droit, mais l'égalité de fait, c'est autre chose. Et la question qu'on a aujourd'hui, on peut encore bouger des lois, bouger des choses à la marge, mais la question de fond, c'est l'exécution de la loi, et c'est la capacité à rendre dans la réalité cette égalité de droit en question. Donc c'est vrai que le rôle des acteurs,
il reste là tout à fait important, que le législateur en est un et qu'il est important, mais qu'à lui seul, il ne fait pas foncièrement avancer les choses. Alors, je dirais en conclusion que, c'est irréversible. Je crois quand même qu'il faut regarder le verre maintenant à moitié plein, même s'il y a encore des choses à faire. C'est irréversible, c'est quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est quand même jamais acquis, et que donc la vigilance et la nécessité, je dirais, de remettre toujours le chantier sur l'ouvrage est quelque chose de très important. Je voudrais juste dire un mot en conclusion, que pour moi, derrière tout ça, in fine, ce sont les chemins de l'émancipation qui sont en cause. Et que l'émancipation, c'est quand même d'abord, vous l'avez dit aussi, l'affaire des femmes elles-mêmes. Vous l'avez dit, les stéréotypes féminins, ils sont autant présents que chez les masculins, et donc il y a encore beaucoup de choses à lever en la matière. Il ne faut pas sous-estimer dans les stéréotypes le poids de nos cultures, le poids des catégories sociales d'où l'on vient, le poids des religions, on le voit tous les jours, et de le traiter, à mon avis, un peu autrement qu'on ne le traite aujourd'hui, mais c'est une parenthèse sur laquelle je ne développerai pas. Il faut que les femmes osent, il faut qu'elles veuillent effectivement sauter les barrières. Il faut aussi l'engagement collectif. Par la négociation, mais l'engagement collectif, alors des chefs d'entreprise et des entreprises, bien évidemment. C'est évident que si une entreprise, quel que soit celui ou celle ou ceux qui font en sorte que le thème arrive sur la table, ne considère pas qu'il y a là un enjeu, que c'est quelque chose qui doit véritablement être partie prenante de son action, de sa responsabilité, les femmes vont ramer longtemps avant de pouvoir arriver là où elles doivent arriver. Et finalement, oui, c'est une affaire de diversité, c'est juste, tout simplement, que les femmes soient là où elles doivent être. Oui, c'est une question d'innovation, pour les raisons que j'ai essayé de nommer trop rapidement. Et qui dit innovation dit, oui, attractivité, performance de l'entreprise. Et par conséquent, il y a là, je crois, à travers tout ça, les ingrédients du succès pour que finalement les femmes soient tout simplement à la juste place qu'elles méritent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va vous retenir encore quelques instants parce qu'il y a, Mélissa, 2 questions, c'est ça? Même 3. Ah, même 3, d'accord. Alors, 2 questions. Bonjour Madame Nota. On ne forme pas assez d'ingénieurs femmes en France. Que devons-nous faire pour les recruter sur les nouveaux métiers, notamment la data? Alors ça, écoutez... vous avez parlé des femmes ingénieures. Les femmes ingénieures, non. Mais je crois que les femmes ingénieures, elles sont... Enfin, d'abord, ça progresse, que c'est au niveau de l'éducation nationale et des organismes de formation que ceci doit être porté, que dans l'orientation, à tous les niveaux de l'orientation, cela doit être fait. Et là, moi, je vais vous dire, je crois beaucoup aux formations par alternance. C'est-à-dire que si les femmes, au niveau inférieur de qualification, ont eu la pratique de l'entreprise, ont pu voir différents collègues, y compris ingénieurs, alors là encore, l'envie d'y aller viendra. Et surtout qu'aujourd'hui, on a quand même largement ouvert les filières scientifiques aux femmes et que donc la voie est plus ouverte que ça ne l'était précédemment. D'accord. La seconde question. Créer un réseau mixité au sein d'une entreprise, est-ce une bonne idée? Si oui, pouvez-vous nous donner quelques clés de réussite? C'est une très bonne idée. D'abord parce que... alors, je vais dire, c'est une très bonne idée parce qu'il y a des moments où, dans une entreprise, les femmes ont besoin de se retrouver, ont besoin de se parler et ont besoin de contribuer à ce que l'entreprise se fixe comme responsabilité à leur égard. Je veux dire par là que je ne crois pas, vous disiez tout à l'heure, madame, que là où il y avait des femmes, il fallait qu'il y ait des hommes. Je partage tout à fait ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des hommes dans les entreprises, qu'ils soient responsables ou pas, qu'ils soient convaincus de la nécessité d'aller vers la mixité et l'égalité, ça ne va pas le faire longtemps. Mais j'ai vu dans certaines entreprises, et j'ai été invitée à parler devant des réseaux femmes à l'intérieur de l'entreprise, où d'ailleurs elles s'exprimaient sur les objectifs que l'entreprise avait fixés, du point où elles étaient. Et là aussi, vous le disiez, ce qui était très intéressant, c'était que celles qui prenaient la parole, que celles
qui avait des exemples concrets, des exemples positifs à présenter, entraînait le reste des femmes pour qu'elles participent aussi à ce mouvement qui ne peut pas se réaliser complètement sans elles. Alors, une dernière question rapidement, parce que là... Mais je pense qu'elle vient d'y répondre en réalité, puisque c'était faire progresser la cause des femmes, c'est faire progresser l'ensemble de la société. Grand combat du XXe siècle. Comment faire pour embarquer toute l'entreprise, les hommes comme les femmes, notamment sur le télétravail? Ne me faites pas parler sur le télétravail, parce que là... C'était pas prévu, c'était pas prévu. Non, mais je suis très inquiète du télétravail. Il n'y a rien de tel pour envoyer les femmes au foyer. Et franchement, tous ces engouements en ce moment sur le télétravail, j'espère qu'il arrivera le moment où on dira « attention, stop ». Les gens qui sont au travail sont des êtres sociaux. L'individualisation de la relation de travail, ce n'est pas la peine qu'on développe, on voit tous les inconvénients qu'il y a. Donc moi je dis télétravail, attention, danger. Merci beaucoup. Moi j'ai envie qu'on vous applaudisse, même si on n'est pas très nombreux. Merci. Merci beaucoup Madame Nota. Merci à vous.